Bienvenue sur le banc des joueurs, Diane Ouellette, responsable des communications de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Alors, en ce début de saison, évidemment, il y a plein d'affaires qu'on doit recevoir, soit comme information, comme nouvelles normes. Il y a plein de nouveautés parfois qui s'installent. Et avec toute cette charge-là de nouvelles informations qui arrivent, il arrive parfois où on en oublie, où on ne pense pas que ça, c'est important. Alors aujourd'hui, moi, j'ai voulu mettre à votre attention l'aspect des officiels. Les officiels hors glace et sur glace, parce qu'il se passe plein d'affaires là aussi, et c'est le cœur de nos parties. Il ne faut pas l'oublier, sans officiels, il n'y a pas de match. Donc, aujourd'hui, je suis en compagnie des deux Manitou, les deux gestionnaires, les administrateurs des officiels qui sont au niveau de la LHEQ ou Hockey Québec. Alors, bonjour Diane, Peter Moretti, je suis l'arbitre en chef provincial de Hockey Québec. Bonjour à tous, Marc Maisonneuve, coordonnateur des officiels pour Hockey Québec. Alors, messieurs, en ce début de saison 2022-23, on peut s'attendre dans la Ligue de hockey d'excellence du Québec. Nouvelle règle principale. On pourrait peut-être juste énumérer quelques petites règles qui risquent d'être plus apparentes, que les gens risquent de s'apercevoir en écoutant un match de hockey. Alors, une des premières règles principales qui est amenée à changer cette saison, c'est au niveau de la réglementation qui porte sur l'assaut. Alors, depuis cette année, on ajoute un critère à l'assaut. Donc, les gens, lorsqu'on parle d'une infraction pour assaut, généralement, on tend à penser à des situations où, par exemple, un joueur va parcourir une distance importante pour aller mettre en échec un adversaire, va sauter, va frapper un joueur qui se retrouve en position vulnérable. Et donc, on vient ajouter un critère cette année à la règle qui s'appelle une punition pour frapper du côté non protégé de l'adversaire. Alors, le fameux, en termes hockey, on parle souvent de coup en provenance de l'angle mort ou blindside hit. Alors, on vient ajouter ce critère-là à la réglementation existante sur l'assaut, ce qui constitue là, un outil additionnel pour les officiels pour leur permettre d'enrayer les mises en échec qui sont dangereuses, celles-là justement qu'on ne veut pas voir lors d'un match de hockey. Oui, en fait, trois autres petites règles là, qui impactent directement le jeu. Naturellement, il y en a quelques-unes de plus, mais qui sont souvent du changement de littérature, si on peut dire. Mais les règles là, qui vont vraiment affecter le match, là, on parle de la règle 4.11 des tirs de punition. Donc, la modification pour cette règle-là, c'est que lorsqu'une équipe va se voir accorder un tir de pénalité, n'importe quel joueur de cette équipe pourra effectuer le tir de punition. Donc, auparavant, il devait s'agir là, du joueur qui avait subi la faute ou un joueur qui se trouvait sur la glace au moment d'infraction, selon le cas. Cette année, à partir de cette année, en fait, n'importe quel joueur, qu'il soit assis au banc des joueurs, qu'il soit sur la glace, pourra effectuer le tir de punition. La deuxième règle qui impacte le match sont au niveau là, des exceptions sur les endroits de mise au jeu lorsqu'une équipe est pénalisée. Donc, dans les années précédentes, un changement était survenu là, qui suit un peu les ligues supérieures comme le junior majeur, la Ligue nationale. Donc, dès qu'une équipe est pénalisée, la mise au jeu subséquente est pratiquement toujours là, dans sa zone défensive, donc pour favoriser l'offensive des matchs, à l'exception de 5 conditions. Donc, après un but, en début de période, sur une situation de dégagement refusé, lorsque les défenseurs en situation d'altercation ou d'attroupement en zone offensive vont pénétrer à l'autre bord, de l'autre côté du haut des cercles, donc la ligne imaginaire de ringuette qu'on a parfois sur certaines patinoires. Et la cinquième condition ou exception qui est ajoutée, c'est la substitution prématurée du gardien. En fait, la substitution prématurée du gardien, pour l'expliquer, c'est lorsqu'on a, par exemple, une pénalité à retardement et qu'on désire retirer son gardien pour embarquer un joueur supplémentaire. Lorsqu'on contrôle la rondelle, mais en fait, ce changement-là au banc entre le gardien et le joueur supplémentaire doit se faire alors que le gardien de but est à moins de 10 pieds ou 10 pieds maximum, 3 mètres environ du banc des joueurs. Donc, si cette substitution-là se fait avant
le 10 pieds, ben, l'officiel signalera l'arrêt de jeu et à ce moment-là, la mise au jeu subséquente va se faire au centre de la glace. Troisième chose importante, là, si on peut dire, à connaître, c'est au niveau d'une nouvelle infraction qui était déjà pénalisée auparavant. Par contre, on en fait une règle à partir de cette année. Donc, c'est frapper en bas des genoux, la règle 8.7. Donc, on a ajouté la pénalité en anglais, en termes de hockey, on appelle ça le clipping. Donc, l'action de frapper en bas des genoux, que l'on désigne aussi comme un coup bas, consiste à utiliser son corps pour entrer en contact ou mettre en échec un adversaire à la hauteur de ses genoux ou en bas des genoux. On considère que ce geste-là survient lorsqu'un joueur abaisse son corps avant d'appliquer ou de recevoir une mise en échec. Donc, c'est des infractions qui étaient déjà pénalisées auparavant pour avoir fait trébucher. Par contre, comme je l'ai mentionné, on en fait une règle spécifique cette année dans le livre de règlement. Le livre de règlement qui, en passant, est téléchargeable au niveau des App Store et les autres Android, ainsi de suite, pour une bonne maîtrise des règles de jeu. Autre règle, Diane, qu'il ne faut absolument pas négliger de souligner et de rappeler, c'est la fameuse règle sur la maltraitance. Ce n'est pas une nouveauté en tant que telle cette année parce que cette règle-là a été adoptée l'année dernière, mais on ne saurait mettre trop d'emphase sur le fait que les insultes, les injures ou les tactiques d'intimidation qui sont basées sur des motifs discriminatoires. Donc, on parle évidemment là, de race, d'origine ethnique, de religion, de sexe, d'orientation sexuelle. Toutes ces injures-là, le Canada nous demande de mettre l'emphase sur ce type d'infraction-là. Et donc, c'est vraiment tolérance zéro du côté des officiels lorsque ce genre de propos, ce genre de comportement-là est constaté. Bien, dans la mesure où les officiels en sont témoins, le message qu'on livre, c'est vraiment que ce comportement-là soit pénalisé pour qu'il puisse être ultimement enrayé. Et on poursuit évidemment dans cette même lignée. Donc, il faut comprendre que ces règles-là qui sont mises en place, ça vise la sécurité, l'éducation, la performance. On dit toujours, ça se dit mieux en anglais, mais on veut toujours que nos matchs soient safe and fair, donc sécuritaire et juste pour les deux équipes. Donc, toutes nos formations, les règlements sont basés sur ce principe-là, en fait. Les formations sont débutées là, depuis le début octobre. En fait, on a, dû à la pandémie, on a dû réajuster notre tir, ce qui nous a permis, s'il y a une bonne chose dans tout ça, c'est que ça nous a permis de découvrir les formations en virtuel qui donnent une certaine flexibilité à certains officiels qui sont des joueurs de hockey bien souvent. Donc, lorsqu'un joueur se fait ajouter une pratique, par exemple, ou est dans son camp d'entraînement et puis se fait ajouter une session dans son camp d'entraînement, ben, on est beaucoup plus flexible avec le virtuel de pouvoir reporter ou changer sa formation. Par contre, il y a certaines régions là, cette année aussi qu'on est revenu avec la formation en classe. Donc, on offre les deux possibilités justement pour permettre à nos jeunes joueurs, à nos jeunes officiels de vraiment avoir le choix qui les convienne parce qu'on ne voulait pas perdre des officiels en raison là, de la non-disponibilité pour certains stages qui arrivaient, si on peut dire, avant la pandémie. Donc, la pandémie a eu son bienfait par rapport à ça, c'est que là, on offre une certaine flexibilité. Donc, on va perdre moins de joueurs qui veulent devenir officiels puisqu'ils ont plusieurs possibilités de pouvoir suivre les stages de formation. Donc, plus de 1000 nouveaux qui sont inscrits comme c'est là. Au niveau de la formation en ligne de Hockey Canada. Et puis, les formations, là, ils battent leur train, là, disons, dans toutes les régions du Québec comme c'est là. Et puis, les sessions virtuelles sont aussi débutées. Donc, si vous avez besoin d'informations par rapport à ça, vous pouvez contacter vos responsables locaux et régionaux. C'est sûr et certain que avec la nouvelle centralisation de cette formation-là, c'est dorénavant vraiment le palier provincial qui se charge de
d'organiser, de planifier et aussi de dispenser les séances de formation pour l'ensemble des arbitres et juges de ligne, des officiels à travers le Québec. Oui, parce qu'on peut constater qu'au fil des saisons, vous êtes créatif dans votre invitation aux gens, envers les joueurs ou les adultes ou les gens qui peuvent être intéressés à venir joindre les rangs des officiels. Oui, ben en fait, lors de l'événement de la Coupe Bel Air Direct, qui regroupe principalement sensiblement nos meilleurs joueurs de 14 ans et moins, en fait, les joueurs M13 qui s'en vont dans le M15 l'année suivante. Donc, on a lancé une invitation à des joueurs de calibre là, M17, M18 en montant pour justement venir essayer l'arbitrage. Donc, on les a réunis, on les a tous réunis à Saint-Hyacinthe dans le cadre du tournoi. On a fait une courte formation en classe de quelques heures, là, 2 à 3 heures. Ensuite, on était sur la glace pour environ 1 heure et demie, pour ensuite les mettre directement dans les matchs du tournoi, accompagnés d'officiels qui sont déjà des officiels de notre réseau Espoir, donc le M17-3A, qui sont venus supporter, encadrer ces jeunes-là. Donc, 2022, 2023, être arbitre dans la Ligue de hockey d'excellence du Québec, qu'est-ce que ça demande? Alors, ça demande la même chose que ça demande aux joueurs, en fait. C'est une ligue de hockey qui met l'emphase sur le plaisir, évidemment, mais aussi la compétition. C'est une ligue extrêmement relevée où les matchs sont d'un calibre très intéressant. Et tout comme c'est une ligue de relève, de développement pour les jeunes joueurs, ben, je vous dirais que c'est une ligue de développement pour la relève des officiels. Donc, ce qu'on demande, c'est des officiels qui ont une bonne condition physique, qui sont capables de suivre le jeu, qui sont capables de se déplacer, qui ont des habiletés, mais aussi des officiels qui ont la passion, qui veulent continuer à progresser. Évidemment, on vient d'en parler des règles de jeu, ça demande une connaissance des règles de jeu, ça demande du jugement, ça demande des habiletés de communication, mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que ce sont des officiels qui sont en apprentissage, tout comme les joueurs le sont. Alors, c'est quelque chose qu'on doit reconnaître, tant du côté des gestionnaires, des entraîneurs, des joueurs et des parents et des spectateurs qui sont dans les estrades. On a profité lors de nos 2 tournois M17-3A cette année, comme par le passé, profiter de ces 2 tournois-là pour identifier notre relève au niveau de nos ligues provinciales, donc le tournoi de Saint-Augustin qui approche à grands pas au début novembre, et puis le tournoi de Saint-Jérôme là, qui aura lieu plus tard après fête en février. Donc, ces 2 tournois-là serviront à identifier la prochaine relève. Donc, toutes nos régions envoient des candidats pour justement qu'on puisse identifier certains d'entre eux, des championnats provinciaux, puis certains d'entre eux pourront graduer au niveau du M18-3A collégial D1, Ligue de hockey junior 3A la saison prochaine. Ce qu'il faut savoir, Diane, c'est que tous ces officiels-là qui auront la chance de vivre ces expériences-là, que ce soit au niveau de la Ligue nationale, des autres ligues professionnelles ou semi-professionnelles, ou encore lors des différents championnats, tous ces officiels québécois-là qui ont la chance de participer à ces événements-là ont passé par la Ligue d'excellence. Il n'y en a pas la Ligue de hockey d'excellence du Québec. La Ligue de hockey d'excellence du Québec, tout à fait. Donc, ce sont tous des officiels qui ont passé, qui ont gravi les échelons, qui ont passé à travers, qui ont arbitré des matchs de la Ligue de hockey d'excellence du Québec. Alors, c'est la preuve pour nous de ce que je disais tout à l'heure, que c'est vraiment une ligue de développement pour nous. On s'en sert énormément justement pour dépister nos officiels et pour leur donner des opportunités pour justement s'améliorer et progresser dans leur cheminement. On sait que le hockey, c'est un jeu d'émotion, c'est un jeu où il y a une victoire, une défaite. C'est certain que la victoire, c'est toujours le fun quand on gagne, puis on fait du sport pour gagner, là, spécialement au niveau qu'on est avec la Ligue de hockey Excellence du Québec. Mais c'est certain que la défaite, c'est toujours plus difficile à avaler.
On est conscient de ça. Par contre, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on est en pénurie d'officiels. Il y a parfois des officiels qui vont graduer les échelons un peu plus rapidement que si on avait beaucoup d'officiels. Donc, il faut être patient avec ces jeunes-là. C'est souvent des bons jeunes qui ont une bonne tête sur les épaules, qui ont des bonnes familles, qui ont des bons parents, qui se lancent, on va dire, dans l'arbitrage pour justement participer ou s'engager dans le hockey sous une autre forme. Puis c'est certain qu'on n'accepterait pas que des parents crient après des jeunes joueurs de 13, 14, 15 ans parce qu'il a manqué une passe ou parce qu'il n'a pas fait un arrêt. Par contre, c'est le même principe avec les arbitres. C'est certain qu'ils vont manquer des hors-jeux, qu'ils vont manquer des pénalités ou qu'ils vont en donner des pénalités qui ne devraient peut-être pas être des pénalités. Mais ça fait partie de la game. Ça arrive à tous les niveaux. Donc, il faut se rappeler qu'il faut être patient pour les prochaines saisons. Nous donner le temps là, de faire un retour un peu avec ces jeunes-là, puis leur donner le temps d'avoir l'expérience nécessaire là, pour devenir là, vraiment des excellents officiels. C'est un cheminement, c'est un parcours qui n'est pas toujours facile, qui a beaucoup d'embûches. Par contre, comme on le mentionnait, l'encadrement de nos régions, nos superviseurs, nos formateurs, nos appointeurs, c'est vraiment par là que ça passe. Puis il faut juste donner le temps à tout le monde de donner un peu là, les outils nécessaires à ces officiels-là qui vont graduer les échelons. Il faut vraiment reconnaître que ces officiels-là sont beaucoup plus souvent qu'autrement là pour les bonnes raisons. C'est parce qu'ils sont des passionnés, des jeunes qui sont dévoués, qui veulent être sur la glace, qui veulent contribuer au développement du sport et qui veulent progresser. Alors, comme on ne s'autoriserait pas d'enguirlander ou de crier après des jeunes n'importe où ailleurs en société, ce n'est pas plus acceptable de le faire lorsqu'on met les pieds dans une aréna. Puis ça, je pense que les gens ont commencé à le comprendre, puis il faut poursuivre dans cette veine-là. Je vais en profiter pour souhaiter une bonne saison à tous nos joueurs. C'est important. On a passé beaucoup de temps pendant la pandémie là, à ne pas avoir de saison complète ou de ne pas être en mesure de jouer nos matchs ou de faire nos séances d'entraînement. Donc, c'est important de repartir du bon pied. Puis on va se le souhaiter une saison complète, c'est ainsi, puis de revenir à la normale pour le bien de nos joueurs de hockey, pour le bien de leur développement. Que la saison sera haute en émotions positives et qu'on aura la chance peut-être de se croiser dans les arénas. Gênez-vous surtout pas, ça nous fait plaisir de répondre à des questions. On est là justement pour répondre aux questions, pour aider à la cause de l'arbitrage. Donc, souvent, là, c'est lors de discussions comme celle-ci où on peut démystifier certaines choses, où on peut justement fournir peut-être des informations qui peuvent changer la perspective de certaines personnes. Alors, ça va nous faire plaisir de discuter avec vous et bonne saison à toutes et à tous. Merci, monsieur. Et à vous aussi, on va souhaiter une excellente saison 2022-2023. Merci beaucoup, Diane. Merci.